cette affaire avec professionnalisme. Ils ont même boycotté l'audience, Monsieur le Président, mais cela ne vous a pas empêché de continuer. C'est pourquoi moi, je ne féliciterai pas la défense. Confrères, les yeux, je vous regarde en face, je ne vous félicite pas. Parce que vous avez voulu saboter ce procès. N'eût été la compétence du président, sa détermination, on aurait suspendu ces audiences. Il y a même eu, Monsieur le Président, dans les couloirs de ce palais, une intention de récuser ce tribunal. Mais Monsieur le Président, les débats se font en public. Donc, il n'avait pas de stratégie. Et d'ailleurs, à un moment donné, la question de leur remplacement était posée sur la table. Donc, Monsieur le Président, je pense que leur stratagème a évolué. Arrêtez ça, arrêtez ça. Ils ont voulu saboter ce procès. Vous avez été à la hauteur, nous le dirons partout. La dernière audience à laquelle ils ont boycotté cette affaire, Monsieur le Président, leurs clients étaient devant à votre bar. On s'est rendu compte qu'ils voulaient à tout prix justifier leur échec. Parce que, Monsieur le Président, quand un avocat a des difficultés dans un dossier, il s'en prend au tribunal. Vous n'êtes pas l'adversaire de la défense. Vous l'avez prouvé. Vous avez été équitable tout au long de ce procès. Merci, Monsieur le Président. Je voulais faire cette précision parce que je ne peux pas vous féliciter. Alors, Monsieur le Président, vous êtes rentré dans l'histoire pour avoir été, avec vos assesseurs, les premiers dans notre pays, dans la sous-région, à juger un ancien chef d'État et des ministres. Vous êtes rentré dans l'histoire. Et parlant justement d'histoire, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce procès a une double dimension historique. Parce que, premièrement, c'est le premier procès de crime de masse en Guinée depuis l'indépendance. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Plusieurs crimes commis restent impunis de nos jours. C'est pourquoi je vais parler un peu du Kambouarou, brièvement. 50 000 Guinéens ont été assassinés dans les geôles du Kambouarou, selon Amnesty International. En 1984, à la faveur de la prise du pouvoir par l'armée, on avait eu l'opportunité de rechercher et de punir tout ce qui était mêlé à ces assassinats politiques pour mettre fin, et cela définitivement, à l'impunité. Mais la nouvelle junte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée dans la complaisance. Il y a même une commission qui avait été créée, une émission spéciale a été créée à la radio nationale pour permettre aux gens de libérer la parole, de venir s'expliquer. Il n'y a pas eu de poursuite. Voilà qu'en 1985, un coup d'État manqué endeuille la Guinée et les auteurs présumés de ce coup d'État manqué ont été aussi assassinés. Ils n'ont pas été jugés. Donc le cycle infernal de la violence continue, Monsieur le Président. Voilà qu'en 1985, la répression s'abat sur ceux qui auraient tenté de faire ce coup d'État. Là également, il n'y a pas de procès. Et bien, le régime lance un compté à la faveur de la démocratie. Bon, à la faveur de la démocratie. S'il vous plaît, il va falloir que je vous interrompe. On ne va pas trop rentrer ces trucs. Je ne pense pas que ça soit trop nécessaire pour ce procès-là. Je vous ai laissé tout simplement ébaucher, voilà, mais je ne vous laisse pas rentrer dans tous ces détails-là, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de faire le procès d'un régime. Je suis juste en train de retracer l'histoire sanglante de notre pays pour aboutir au 28 septembre. Bon, parce que, Monsieur le Président... Si vous pouvez vous arrêter là, c'est bon. D'accord. Donc, Monsieur le Président, les crimes de notre passé n'ont pas été élucidés. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, il y a que, puisque ces crimes n'ont pas été élucidés, voilà le 28 septembre. Ça, c'était la première dimension historique. La deuxième dimension historique, c'est que ce procès est organisé en Guinée, comme je l'ai dit tantôt, jugé par des Guinéens. C'est une grande fierté pour d'autres pays. À travers cet exemple, on a démontré qu'il existe une alternative à la justice internationale, notamment à la CPI. Parce qu'à un moment donné, Monsieur le Président, tout le monde voulait que ce procès-là ait lieu à la CPI. Parce que les gens n'avaient plus confiance à la justice guinéenne. Mais, Monsieur le Président, l'autre intérêt de juger cette affaire en Guinée, c'est quoi? C'est l'expression de notre souveraineté nationale. La justice est un pouvoir régalien de notre pays. Donc, laisser cette affaire se faire juger
à la CPI, c'était comme si nous perdions notre âme, raison pour laquelle ce procès, son organisation en Guinée est un acquis démocratique. Ensuite, Monsieur le Président, la présence massive, un autre intérêt, c'est la présence massive des victimes dans cette salle d'audience. Tout au long des débats, les victimes ont répondu massivement à l'appel à chaque fois qu'il y avait une audience dans cette affaire. Ensuite, il y a eu la possibilité que 105 victimes soient auditionnées à la barre de votre tribunal. Si cette affaire avait été jugée à la CPI, cela aurait été impossible parce qu'il faut les formalités de visa, etc., Monsieur le Président. Ensuite, Monsieur le Président, puisque j'ai fini mon propos liminaire, je voudrais vous soumettre le plan de ma plaidoirie. D'abord, je parlerai des faits et de la procédure. Ensuite, des infractions commises selon l'ordonnance de renvoi, selon la nouvelle qualification de crime contre l'humanité, j'en parlerai aussi contre certains accusés. En troisième partie, Monsieur le Président, je vous parlerai de la responsabilité de cet accusé. Les autres seront, leurs cas seront développés par mes confrères. Ensuite, les conséquences des crimes sur les victimes et enfin, les réparations. Parlant des faits, Monsieur le Président, il est indispensable de retracer le contexte qui a prévalu au 28 septembre. Parce que c'est important d'en parler. Le 28 septembre n'est pas un cas isolé. Il a été précédé par des événements qui ont conduit inexorablement à la commission de ces infractions au stade. Il faut qu'on en parle. D'abord, il y a le coup d'État militaire. Le 22 décembre, je ne vais pas m'étendre beaucoup, c'est le décès du président Lansana Conté. Le 24 décembre 2008, c'est la prise du pouvoir et M. Moussa Dadis Camara s'est autoproclamé chef de l'État qui devait aboutir à des élections en 2009 et il s'est engagé à ne pas participer aux élections. La Constitution a été suspendue, sauf en ce qui concerne le droit de manifester. Il y a eu une adhésion populaire, Monsieur le Président, à la prise du pouvoir. Tout le monde était content parce qu'on a vu au capitaine Moussa Dadis Camara un libérateur, quelqu'un qui aurait pu, s'il avait été honnête et sincère, conduire ce pays vers le développement, vers des élections libres et transparentes. Mais Monsieur le Président, parmi ironie du sort, parmi ceux qui ont applaudi le capitaine Dadis, parmi ceux qui ont parlé du capitaine Dadis, il faudrait qu'il rectifie son langage. Il n'a pas le droit de me dire sincère et honnête. Il a raison. C'est bon, calmez-vous. Asseyez-vous. Il a raison, hein? Il a franchement raison. Monsieur le Président, voilà. Je suis quand même surpris que l'accusé m'interrompt pendant ma plaidoirie. Oui, bon, ça, c'est pourquoi je vous ai dit depuis hier, il y a des termes qu'il faut vraiment éviter. Il y a des termes qu'il faut éviter. En parlant de lui, si vous dites s'il avait été honnête et sincère, voilà. Donc, il a raison de s'offusquer. Voilà. Monsieur le Président, je respecte l'autorité de votre tribunal, mais je voudrais quand même continuer. J'ai beaucoup de respect pour le tribunal et les accusés ici présents. Voilà, donc évitez des termes comme ça. Évitez des termes comme ça si vous ne voulez pas que vous soyez interrompu. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, il y a eu une adhésion populaire, comme je le disais tantôt. Toute la population est sortie acclamer le capitaine Dadis. Moi y compris. Ironie du sort, Monsieur le Président, ceux qui ont applaudi ce jour-là pour l'avènement du CNDD au pouvoir, beaucoup y laisseront la peau au stade. Plusieurs femmes qui sont sorties, étaler leur pagne sur la rue pour acclamer ce nouveau régime, seront violées au stade. Des gens vont disparaître parce que le CNDD a décidé de confisquer le pouvoir. C'est l'ironie du sort. On l'a tous soutenu, Monsieur le Président. Monsieur le Président, après l'euphorie, vient très rapidement la désolation, les intimidations, le désenchantement dans la conduite de la transition. Parce que la parole qui avait été donnée n'a pas été respectée, Monsieur le Président. On assiste à des braquages des citoyens dans les rues de la capitale par les forces de défense et de sécurité. Une justice parallèle est installée au camp.
Même des décisions de la Cour suprême sont critiquées. Des magistrats sont embastillés. Des magistrats sont menacés dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le Président, voilà où cela nous a conduit pour avoir acclamé de bonne foi un régime militaire. Monsieur le Président, après le coup d'État militaire, il y a les velléités de confiscation. Ces velléités ont commencé le lendemain de la prise du pouvoir par le CNDD, parce que c'était un plan qui avait été suffisamment orchestré par ses membres. Ces velléités de confiscation, Monsieur le Président, se traduiront d'abord à partir de janvier 2009. La question de la candidature du président Dadis va se poser. Des mouvements de soutien vont être créés par-ci, par-là. Des démagogues vont être recrutés pour faire l'apologie du CNDD. De l'argent va être distribué à flot pour que ces démagogues-là puissent chanter les louanges du président Dadis. Voilà la réalité guinéenne. Des slogans vont apparaître, font leur apparition. Dadis doit rester, Dadis ou la mort, Monsieur le Président. Et cela est tenu par des hauts responsables du CNDD. Les Dadis shows vont commencer. Devant notre petit écran, naïvement, on acclamait, pendant que des citoyens, des responsables politiques, pendant que des cadres de ce pays sont en train d'être insultés, ils sont en train d'être humiliés à la télévision, Monsieur le Président. Pour renforcer son pouvoir, un recrutement va être ordonné. À Kalea, ça j'en parlerai. À Kalea, Monsieur le Président, des hommes d'affaires sont enlevés. 8000 hommes sont en passe d'être recrutés et formés au camp d'entraînement de Kalea. Monsieur le Président, pour boucler la boucle, en mars 2009, un carnaval géant, un meeting géant au stade du 28 septembre pour soutenir le président Dadis. Toutes les forces de sécurité sont venues encadrer les manifestants, parce que cette fois-ci, c'était les bons manifestants. Puisqu'ils manifestaient pour le pouvoir, ils sont des bons manifestants, Monsieur le Président. Mais face à cette situation, puisque le peuple de Guinée est un peuple vaillant, il a commencé à s'organiser. Les partis politiques, la société civile, tout le monde s'est mobilisé pour faire barrage et échec au CNDD, Monsieur le Président. Voilà le contexte qui prévalait avant le jour fatidique. Voilà, Monsieur le Président, le contexte de l'époque. Un appel à manifester pour aller plus vite, à manifester, a été lancé. La Constitution, bien que suspendue, Monsieur le Président, celui-ci, à l'exception du titre H, celui-ci mentionne les libertés et droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté d'expression et d'opinion. Cette partie de la Constitution n'étant pas suspendue, les forces vives se sont réunies et ont décidé d'organiser une manifestation. Puisque dans la loi, c'était une procédure déclarative, une déclaration a été faite à la commune, mais quelle a été la réponse du maire de la commune de Dixine où devait se tenir le meeting? C'est un refus sous prétexte que le stade ne relève pas de sa juridiction. Et c'est au tour du ministre des Sports de dire que le stade est ne sera fermé parce qu'il y a une marche officielle de la Guinée. Le MATD prend un arrêté interdisant toute marche. Le gouvernement, en désespoir de cause et de mauvaise foi, déclare le 28 septembre férié. Monsieur le Président, pendant ce temps, les forces vives s'organisaient, des réunions se tenaient. Et il y a même un comité chargé de la sécurité. Des jeunes ont été recrutés pour encadrer la marche, pour s'assurer que chaque citoyen qui manifeste ne soit pas armé, même d'un simple caillou. Cette commission a été mise en place. Des jeunes ont été recrutés. Ils avaient des tenues spécifiques pour dire que c'est eux qui encadraient la marche. Mais l'obligation du gouvernement, c'était aussi d'encadrer la marche. Alors, pendant tout ce temps, le CNDD est resté insensible et sourd aux revendications légitimes du peuple. Et, Monsieur le Président, les sages, les religieux sont intervenus. Il suffisait juste pour le capitaine Dadis de dire à la télévision nationale, de clarifier sa position, pour dire
je ne serai pas candidat. Je respecterai ma parole. Et cette manifestation n'aurait jamais eu lieu. Et jusqu'à la dernière minute, les patriotes, les citoyens de la Guinée espéraient un sursaut du capitaine Dadis pour indiquer clairement à la face du monde, puisque le problème fondamental, c'était sa prochaine candidature, s'il indiquait le 27 septembre, la nuit, même à 0h, qu'il ne se présentait pas, il n'y aurait pas eu de manifestation, Monsieur le Président. Mais il est resté dans sa logique parce qu'il avait un plan. Et c'est à 1h du matin qu'il appelle M. Sidi Touré pour dire, vous devez reporter votre manifestation. Mais Monsieur le Président, comment M. Sidi Touré aurait pu, à l'époque l'Internet n'était pas aussi libéré, il n'y avait pas aussi de connexion, les gens n'étaient pas connectés comme aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, peut-être que M. Sidi Touré aurait pu envoyer un simple tweet pour que tous les manifestants sachent que la marche est reportée. Et quelle était la raison? Mais il ne pouvait pas. Donc, il y a eu échec des négociations. Alors, Monsieur le Président, la confrontation tant redoutée était en passe de se réaliser. Et qui étaient les protagonistes, Monsieur le Président? Il y a d'un côté le peuple souverain, détenteur de toute la souveraineté, d'un côté. De l'autre, il y a la junte qui était devenue illégitime parce qu'elle n'avait plus le soutien et l'adhésion populaire. Donc, c'était les deux protagonistes. Ensuite, quelles étaient les armes de chaque camp? Le camp du peuple, quelles étaient les armes à leur disposition? Il y a le stylo du côté du peuple, il y a les pancartes, il y a les banderoles. C'était ça, les armes du peuple. De l'autre côté, Monsieur le Président, la junte illégitime avait les chars, avait les blindés, avait les kalachnikovs, avait toutes sortes d'armes, et même des hélicoptères. Mais, Monsieur le Président, dans la marche d'un peuple face à son histoire, un peuple ne peut pas reculer. Donc, la confrontation était inévitable. Parce qu'il était hors de question, Monsieur le Président, que les forces vives se laissent piétiner par cette junte militaire. Alors, ce qui était redouté était sur le point d'arriver. Voilà maintenant, Monsieur le Président, ce qui nous a conduit au 28 septembre. Le jour de la manifestation. D'abord, avant la manifestation, Monsieur le Président, des milliers d'hommes, gendarmes et policiers ont été mobilisés. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il fallait maintenir l'ordre. Mais dans quel sens? Quel est le sens du maintien d'ordre? Est-ce que c'est la répression? Non. C'était la seule chose que ces forces devaient faire, c'était l'encadrement. Monsieur le Président, des milliers d'hommes. Le général Balde est venu ici expliquer les modes, les réunions qui se sont tenues, justement dans le cadre de ce maintien d'ordre. Monsieur le Président, à 5h du matin déjà, il y avait plusieurs barrages qui avaient été érigés, des dispositifs qui avaient été érigés. Mais dès 6h, les incidents ont commencé. Parce que le peuple avait le droit de manifester et il fallait à tout prix empêcher les regroupements dans les différents quartiers. Aux abords du stade, que ce soit à Hamdallah et Donka, Fondis, des accrochages ont lieu. Aux abords du stade, une personne est tuée par des gendarmes, par les services spéciaux du colonel Tchéboro en présence de leur commandant. Ça, c'est avéré. Ça, c'était à 6h du matin. Il vous a dit ici à la barre qu'il est arrivé très tôt au stade. Il a raison. Mais c'est devant lui que cette personne a été tuée. Ensuite, à la Belle-Ville, Monsieur le Président, vous savez, le meeting n'a jamais été prévu à l'entrée du stade. C'était sur l'esplanade du stade. C'était l'objectif qui avait été assigné aux organisateurs. Mais comment organiser, comment trouver le moyen de communiquer? Il y avait un camion qui avait été chargé du matériel sonore. Ce camion devait venir se garer sur l'esplanade du palais. C'est une remorque. Cette remorque devait stationner à l'entrée du stade pour permettre aux leaders, une fois arrivés sur les lieux, de s'adresser à leurs militants.
Mais qu'est-ce que les gendarmes, les services spéciaux ont fait? Ils ont saccagé ce camion. Ils ont détruit le matériel sonore. Voilà pourquoi, comme je le développerai plus tard, voilà les prémices du guet-apens qui a été organisé. Parce qu'il fallait empêcher que ces instruments sonores-là ne soient conduits au stade. Parce qu'il fallait absolument tout faire pour que les manifestants rentrent dans le stade. Parce qu'il est plus facile de les abattre. Parce que l'étau, resserrer l'étau, c'était plus facile quand ils sont dans un endroit clos. J'y reviendrai, Monsieur le Président. Alors, il y a l'attaque du commissariat de Bellevue qui servira plus tard de prétexte pour le président Dadis pour justifier que les manifestants se sont entretués. J'y reviendrai. Mais, Monsieur le Président, c'est une foule immense. C'est des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Donc, à chaque carrefour, les dispositifs sont déboulonnés, un à un. 2 personnes encore sont tuées à la Bellevue par les services du colonel Thiebourou. L'omniprésence du colonel Thiebourou, Monsieur le Président, des menaces de toutes sortes. J'y reviendrai aussi. Monsieur le Président, Monsieur Thiebourou a tenté par tous les moyens pour dissuader les leaders, pour empêcher les regroupements. Il est passé par tous les moyens, mais il a échoué. Parce que la cause était tellement importante qu'il était hors de question qu'elle soit abandonnée. La foule était immense. Et qu'est-ce que le colonel Thiebourou fait? Puisqu'il était déjà au courant du plan qui avait été orchestré plusieurs jours, il a ordonné l'ouverture du stade. Voilà comment les manifestants se sont retrouvés au stade. D'abord, on détruit le matériel sonore et ensuite, puisqu'ils sont nombreux sur l'esplanade du stade, il fallait tout faire pour qu'ils rentrent dans le stade. Ils rentrent dans le stade, Monsieur le Président. Arrivé à l'intérieur du stade, cela a été considéré comme une victoire. Et c'était une victoire. Parce que sur le chemin qui a mené au stade, plusieurs personnes sont tombées. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Parce que la marche du peuple ne peut pas s'arrêter parce que une ou 2 personnes sont tombées. C'est sur le champ d'honneur. Cette foule est rentrée au stade. Les chants, les danses se mêlaient aux prières. Les gens priaient sur la pelouse, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'est alors que l'attaque a commencé. Et là, il est important de situer le stade. Le stade, Monsieur le Président, il y a d'abord la rentrée principale, il y a l'enceinte du stade qui est vaste. Ensuite, il y a le stade annexe. Il y a les vestiaires. Il y a maintenant le grand stade où il y a la pelouse. Parce que c'est important de le dire. Il y a une grande cour, le terrain de basket, une annexe. Il y a 2 entrées principales. Une entrée sur chaque tribune, plusieurs portes qui mènent au gradin et des accès qui mènent sur le pont de Madina. C'est important de camper ça. Quand je reviendrai sur la dynamique de l'attaque, vous comprendrez, Monsieur le Président, honorable assesseur. Et pour mener cette attaque, une synchronisation extraordinaire a été mise en place. Elle est scientifique, Monsieur le Président, parce qu'il fallait faire le maximum de victimes. En quoi consistait cette synchronisation? D'abord, la police, la CMS et les gendarmes ont lancé des gaz à l'intérieur du stade, où il y a au moins 50 000 personnes. Ensuite, c'est l'entrée des bérets rouges. Puisque, dès lors qu'on a lancé les gaz lacrymogènes, il y avait la panique. Les gens couraient par-ci, par-là. D'abord, ils avaient pensé que c'était la blague. Ensuite, ils se sont rendus compte que c'était une réalité. Il y a eu une forte bousculade. Mais avant cette lancée, et simultanément d'ailleurs, des gens qui avaient été infiltrés ont barricadé les portes. Toutes les issues ont été fermées, à l'exception de quelques-unes qui serviront plus tard de fenêtres de tir. Monsieur le Président, la grande sortie, quand il y a eu ces gaz lacrymogènes, Monsieur le Président, tout le monde s'est rué vers la porte principale parce qu'il fallait sortir à tout prix. Les gens se sont bousculés. Vous avez écouté une partie civile ici, elle vous a dit, on est venu se serrer à la porte, personne ne pouvait respirer. J'ai senti mes côtes se briser. Les gens sont tombés les uns sur les autres. Puisque cela ne marchait pas, Monsieur le Président,
ils ont commencé à chercher un à un les issues. Mais Monsieur le Président, c'était fatal. C'est là que les bérets rouges rentrent en cercle, comme dans un combat. Et ont commencé à vider leurs chargeurs. Des PMAK. Ils ont commencé à charger à vider leurs chargeurs sur les manifestants de façon horizontale. Vous avez entendu, on a suivi la vidéo ici. On entend les crépitements des balles en direction des manifestants, comme si ils étaient dans un combat. Ça, c'est le rôle des bérets rouges. Les gendarmes lancent le gage, créent la panique, les bérets rouges entrent, se mettent en cercle, arrosent la foule, et en troisième lieu, Monsieur le Président, les miliciens, armés de couteaux, qui avaient déjà barricadé les issues, se mettent à poignarder ceux qui survivaient. Parce que ceux que les balles ne pouvaient pas atteindre et qui avaient la chance de s'extirper de cet endroit étaient pourchassés et achevés par ceux qui avaient des couteaux. Ils étaient habillés en Chelsea. On en a parlé. 2 quarts ont été conduits au stade. On reviendra sur ça, Monsieur le Président. Les issues sont bloquées. Et les bérets sont postés à chaque issue. Et vient maintenant l'impensable. L'impensable, Monsieur le Président. Les viols. Là, c'est le summum de la barbarie. On n'était pas habitué à ça. Derrière les vestiaires, Monsieur le Président, les bérets rouges ont commencé à rafler les femmes, à posséder, à les utiliser. Je suis peiné quand je parle de ça. Des viols collectifs, une femme, 2 hommes, 3 hommes. On nous a dit ici que c'était impossible, Monsieur le Président. Vous voyez-vous, c'est encore réveiller la plaie. C'est comme si ces femmes étaient perpétuellement violées. Parce qu'après avoir subi ce acte, on est en train de le nier. Monsieur le Président, cette synchronisation des assassins au stade, c'est une véritable chasse à l'homme. Et je vais faire un parallèle à ce qu'on appelle la battue. Je pense que tout le monde ici sait ce qu'on appelle la battue, Monsieur le Président. C'est un événement qui a lieu en campagne, où des chasseurs se regroupent, s'organisent pour tuer au maximum des animaux. C'est ce qu'on appelle la battue. Ça y ressemble fortement, Monsieur le Président, parce que le mode opératoire est le même si la finalité est différente. Au stade, Monsieur le Président, comme je l'ai décrit tout de suite, c'est le même mode opératoire. Dans une battue, les chasseurs se regroupent, ils recrutent, ils cherchent des armes, ils créent presque un enclos, ils sont avec des chiens, ils crient. Quand les animaux sont regroupés, ils cherchent à s'échapper, c'est là qu'ils s'entendent comment les abattre. C'est ça, il y a une synchronisation entre les chasseurs, entre les chiens et ceux qui crient, qui font comme des rabatteurs. Ils essaient de crier pour que les animaux se regroupent en un seul endroit pour être plus efficaces. C'est le même opérateur qui a été opéré au stade. Mais c'est le chasseur, Monsieur le Président. Lui ne chasse pas pour chasser. Il ne chasse pas pour chasser. Il chasse pour un but bien déterminé. Il chasse parce qu'il a besoin de la viande. Il a besoin que sa famille se nourrisse. Mais au stade du 28 septembre, Monsieur le Président, ils ont tué pour tuer. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces corps? Le chasseur, quand il tue, il prend la viande, il l'envoie chez lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait des corps, Monsieur le Président? Ils ont jeté parce qu'ils ne pouvaient pas les consommer. Si ces assassins avaient la possibilité de consommer la chair humaine, ils l'auraient fait. Certains corps ont servi de rite satanique. Joly l'a dit ici, Monsieur le Président, c'est affreux. C'est le même système. Alors, Monsieur le Président, des viols sont commis par dizaines. Des agressions, des arrestations, des dizaines de manifestants conduits dans nos différents camps. Comme si les camps étaient des lieux de détention légaux. Un camp n'est pas un lieu de détention légal, Monsieur le Président. Nous avons les gendarmes et les polices. Même si ces manifestants, par ailleurs, avaient violé une quelconque loi,
on n'avait pas le droit de les arrêter pour les envoyer dans les camps. Je reviendrai aussi sur cette question. Et pire, Monsieur le Président, après les viols, d'autres femmes ont été enlevées et maintenues en esclavage pendant des jours. Pendant des jours. Monsieur le Président, pendant des heures alors, dans cette ambiance apocalyptique, Monsieur le Président, c'était Armageddon. Les bérets rouges ont déchaîné les enfers sur des citoyens sans défense. Cela ne doit pas rester impuni, Monsieur le Président. Venons-en maintenant à l'attaque des leaders. Parce que quand les simples citoyens, entre guillemets, sont attaqués, certains ont estimé qu'il était possible de se sauver s'ils étaient à côté de leurs leaders. Mais Monsieur le Président, c'était peine perdue. Ils se trompaient. En réalité, ces leaders aussi étaient la cible de ceux qui étaient venus les tuer. La preuve, c'est Ludaleng a échappé de peu. Parce que Sankaran Kaba, le chauffeur du président ici présent, président Dadis, a voulu tirer sur lui. Il a vu ça parce qu'il avait un de ses gardes, une de ses gardes rapprochés du nom de Silla, qui est venu s'interposer. Il a été battu, des côtes brisées par les bérets rouges, Monsieur le Président, notamment Marcel qui le conduisait. Vous avez suivi tout le débat ici, comment sa garde rapprochée a pu l'extirper de cet endroit. Il y a également Sidia Touré, qui a reçu un coup, plusieurs fois des coups sur la tête, assénés par M. Marcel Guilabouki. Monsieur le Président, parlant de Fall aussi, il a été agressé. Docteur Keita est venu expliquer comment sa femme a été agressée et comment, Monsieur le Président, elle a sollicité de l'aide au colonel Thiebourou. Agressée par des personnes, battue, presque à l'agonie, et s'est agrippée sur le pied du colonel Thiebourou. Quelle a été sa réponse? Il a rejeté. Et le béret rouge qui le conduit, le béret rouge qui assure sa sécurité, a giflé Mme Keita. Il a dit ici. Monsieur le Président, mais comment peut-on aujourd'hui, avec tous ces faits, venir s'arrêter à cette barre, nous réclamer des preuves, ou alors dire il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu ceci et cela, c'est des images importées d'ailleurs. Monsieur le Président, je crois quand même qu'on est tous humains. Monsieur le Président, pour finir sur cette partie, quelles sont les armes qui ont été utilisées au stade? Parce que c'est important de le préciser. Le maintien d'ordre, nous savons tous, il y a les gaz lacrymogènes, il y a les matraques, mais ce ne sont pas ces armes qui ont servi à maintenir l'ordre, c'est